chers internautes, le sujet de cette capsule est d'apporter quelques éléments de réponse à un commentaire que j'ai reçu à la suite de la publication de ma vidéo intitulée Kabas Abwa, le Nervi des Nyasibé du Togo. À chaque fois, dès que je juge utile, j'exploite donc quelques commentaires, le plus souvent, le plus approprié, pour donc nous permettre d'avancer dans notre réflexion politique sur ce qui se passe dans notre pays, le Togo. Alors, ce commentaire que j'ai reçu, entre autres, en 4 jours, j'ai eu près de 3000 vues, 7 commentaires et près de 35 pouces levés, mais 0 pouce vers le bas. Bon, c'est cela. Alors j'ai choisi le plus approprié pour nous permettre d'apprendre et d'avancer comme je le disais. Ma présentation sera, ou mon exposé, je dois dire, sera donc en 3 parties. La première partie, je vous présenterai texto le commentaire. La deuxième partie, ça va être donc mon essai de déconstruction avec vous. Et je dis essai parce que vous aussi, vous pouvez donc le faire, puisque je vais vous lire texto ce qui est écrit. Et en troisième partie, donc ma conclusion pour donc apporter ce que je pense de la question qui m'a été adressée. Alors, sans tarder, commençons. Je garde ceci anonyme pour ne pas donc créer des problèmes à ce gentil commentateur. Qu'est-ce qui justifierait un tribalisme demain? Rien ne justifie vos propos. Si vous voulez condamner les propos d'un citoyen, à l'instar de Kabwa Abbas, faites-le. Mais prédire un Togo tribaliste, vous vous trompez, car il n'y a pas un clan, entre parenthèses tribu, qui opprimerait d'autres. La classe dirigeante est composée de toutes les localités du pays. Prenez les gouvernements depuis 1960 et dites-nous quelle tribu les domine. Excusez-moi, sur ce coup, doyen, vous avez raté votre propre sortie. Fin de citation. Voilà donc l'essentiel. Dans ce genre de communication, bien sûr, il a été très succinct, mais certes exceptionnellement long. Voici donc, voilà, présenté cette partie. Mais maintenant, bon, alors je passe à la deuxième partie, essayer de déconstruire un peu. Comme vous le notez, ça commence tout de suite par la question, qu'est-ce qui justifierait un tribalisme demain? Voilà la question essentielle. Et ensuite, plus tard, dans le fond, dans le bas du commentaire, dites-nous quel gouvernement, depuis 60, etc. Donc il faut donc faire le bilan, la récapitulation de tous les gouvernements, etc. Bien. En gros, c'est la réfutation, en gros, de ce que j'avais dit un peu en conclusion de mon posting, qui plutôt lançait une mise en garde. Si on laissait les termes utilisés, des énergumènes comme Kabas Abwa prend la parole, où est-ce que tout ça va déboucherait un jour? C'était donc mon inquiétude exprimée, et que, connaissant un peu ce qui nous unit et ce qui nous divise, dans pratiquement tous les États d'Afrique, pas seulement au Togo, au Bénin, ou en Côte d'Ivoire, ou au Gabon,
eh bien, je lançais cette mise en garde pour que nous n'en arrivions pas une autre fois, ou cette fois-ci, à encore aller dans un conflit nord-sud, ou sud-nord, si vous préférez. Voilà, donc, dans sa tentative ici, c'est de refuter cette thèse, d'où sa question, vous le comprenez. Il a utilisé le conditionnel, c'est un monsieur cultivé, il sait de quoi il parle, et dans sa forme, hein, il s'est montré très courtois, respectueux, hein, c'est un monsieur cultivé, comme je le disais, qui se respecte, et également respecte les autres, ce qui n'est pas le cas le plus souvent dans nos bavardages en ligne. Troisième élément, c'est la thèse. Donc, comme je le disais tout à l'heure, sa thèse est ceci. La classe dirigeante, donc composée de toutes les localités, donc de toutes les tribus du pays, donc il n'y a pas possibilité, il n'y a pas de déstabilisation possible. Un conflit n'est pas possible. C'est en gros sa thèse. Moi, je mettais en garde justement contre cela. Il dit bien, hein, il n'y a pas de clan, tribu qui opprimerait d'autres. Très bien. Numériquement, peut-être pas, mais qualitativement, je vais essayer de montrer comment une minorité tribale peut s'imposer à une majorité. Je vais essayer de montrer cela. Ensuite, il sort, bien sûr, hein, comme je le disais, il est franc, je suppose, hein, il est modeste et avec beaucoup de civilité. Donc, pour ce qui concerne la forme de cet élément. Donc, je scinde ceci en forme et contenu. La forme, j'en ai parlé déjà, mais le contenu, c'est bien sûr sa thèse, et j'essaierai d'apporter quelques éléments de réponse. Bien, s'agissant justement de cette partie, quelques rappels nous seront utiles. C'est que dans toute nation et dans tous les pays du monde, la paix sociale ou crise sociale ou conflit repose essentiellement, on peut encore dire stabilité, instabilité, comme vous voulez. Ces deux concepts constituent des pôles opposés qui sont en équilibre en général dans toutes nos sociétés, dans toutes nos nations, dans tous nos pays. Et en équilibre, quand je dis équilibre, ça veut dire qu'il y a un rapport. Et donc le rapport des forces détermine, rapport des forces entre ces différentes entités opposées, détermine paix sociale, stabilité ou crise sociale, ou conflit, ou guerre, etc. Ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, indirectement d'ailleurs j'en avais parlé, hein, les forces en présence. Et comme nous le savons, je vais déjà rappeler les quelques contradictions qui existent dans nos sociétés, que nous avons héritées de la colonisation. Pratiquement, les régions côtières sont souvent opposées au nord, ou alors les régions de l'ouest opposées à l'est. C'est ce que nous avons hérité de la colonisation. Et bien entendu, ça c'est du point de vue géographique. Mais maintenant, du point de vue des ethnies, malheureusement, nous naissons dans les ethnies selon la volonté du bon Dieu, si l'on croit en un bon Dieu. Mais le hasard a fait que, il y a au Togo particulièrement des ethnies au nord et des ethnies du sud. Et quand nous regardons l'histoire du Togo, le plus souvent, on a opposé les gens du sud, grosso modo, au Togo, aux gens du nord. C'est ce qui s'est passé à l'époque coloniale, et ça s'est perpétué pendant longtemps dans nos indépendances. Pendant la durée, donc la période coloniale et la période néocoloniale que nous vivons jusqu'à ce jour. Bien, il y a également les contradictions que je dirais de nature religieuse. On oppose les catholiques, les chrétiens, grosso modo, aux musulmans. Les religions traditionnelles ou les croyances traditionnelles africaines, n'en parlons pas. Ça, c'est le démon, c'est le diable, etc. C'est un peu, donc, la situation, grosso modo, pour ne pas aller trop loin. Ensuite, il faut ajouter à cela un élément important auquel mon commentateur n'a pas pensé. Il n'y a pas que l'équilibre ou le saupoudrage ethnique
ou géographiques de nos gouvernements qui interviennent dans la gestion d'un pays ou dans la direction d'un pays. Bien, exemple, je prends la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que bien, le vieux Félix Houphouët-Boigny est le maître suprême en Afrique de l'Ouest dans l'équilibrage régional ou dans l'équilibrage des ethnies au sein de son gouvernement. Malheureusement, comme tous nos devanciers, gouvernants, autocrates, de Senghor jusqu'à lui, ils ont tous été des autocrates, un parti unique, etc. Et après sa mort, qu'est-ce qui nous est arrivé? Ceux qui l'ont succédé, presque tous ont essayé également d'appliquer cet équilibrage géographique ou ethnique. Mais à l'arrivée de Gbagbo, bien sûr, il a fait la même chose. Et pour son deuxième mandat, on a tous vu ce qui s'est passé. Même le Premier ministre Guillaume Soro, qui était dans son gouvernement, a quitté pour rejoindre Ouattara, qui a entre-temps été lésé avec ses histoires d'ivoirité ou d'ivoirisation, que lui-même il a créé, parce que c'est lui qui a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire, alors que dans ce territoire, les ethnies sont imbriquées depuis des siècles, depuis des générations. Donc, la situation qu'il a créée, c'est ceci. Il y a eu un sentiment de groupement, d'association des nordistes contre, grosso modo, les sudistes. D'où, la Côte d'Ivoire, ça a été clair, net. Du nord jusqu'à Bouaké, eux, ils dominaient avec leurs rebelles de Soro, qui étaient financés par Ouattara et ses maîtres marionettistes, c'est-à-dire la France. Et de Bouaké à Abidjan, eh bien, c'était le domaine où dominaient pratiquement, ou que contrôlaient les partisans de Gbagbo. Voilà donc cet exemple. Alors ici, j'inviterai mon commentateur à faire le rapprochement avec le Togo, avec la crise que nous avons eue en 2005, je crois, si je ne me trompe pas. Quelle population, quelle masse de population a fui son village, son territoire pour aller dans les pays voisins? Quelle masse de population est restée? À ma connaissance, si je ne me trompe pas, là je ne me trompe pas là-dessus, c'est plutôt les populations du sud jusqu'au nord, de la zone maritime ou côtière jusqu'au centre, qui ont plutôt fui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'éléments qui soient Kotokoli ou Cabra qui sont également partis, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui se passe, ou alors parce qu'ils n'étaient pas des supporters justement du président de l'époque. Je crois c'était Faure lui-même avec ses manigances, le non-respect du droit, des principes, qui ont fait qu'il est devenu président de la République, et tout ça a créé cette conflagration dans l'histoire du Togo. Alors je t'invite, sans aller dans trop de détails, j'invite mon commentateur à faire le rapprochement lui-même avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous l'avons vu, ce qui s'est passé. Gbagbo, pendant 10 ans, est allé là-bas à La Haye. On le déclare innocent, il revient dans son pays, et maintenant, par toutes sortes d'agressions et de manigances, on veut l'empêcher d'être candidat. Voilà. D'où je viens, troisième élément qui est important également dans la gestion d'un pays, c'est-à-dire les services régaliens ou encore les fonctions régaliennes, c'est-à-dire ce qui revient de droit à celui qui détient le pouvoir politique. Il y a l'armée, la police, la gendarmerie pour l'ordre public. L'armée, théoriquement, c'est pour la défense extérieure. Bon, par exemple, maintenant, il y a les terroristes. Mais nous ne voyons pas l'armée vraiment faire le travail qu'il doit faire. C'est plutôt, l'armée complètement prend la fuite au nord du Togo. Bon, passons. Ce n'est pas donc l'objet de la question ici. Mais j'invite mon commentateur à lui-même faire ses rapprochements avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et ce qui se passe depuis jusqu'à ce jour au Togo, c'est-à-dire sous le règne des Gnassingbé. Bien. Donc, ce qui s'est passé en 2005 et la population maritime jusqu'au plateau a fui une bonne partie.
risque d'arriver. Donc, moi, c'était pour attirer l'attention là-dessus. Donc, je ne peux pas accepter sa thèse, qui, à mon avis, est illusoire, comme quoi il suffit de faire un équilibrage, un saupoudrage ethnique ou saupoudrage régional pour avoir la stabilité à jamais. Donc, j'en viens donc à ceci. Là, ça va être donc ma synthèse. L'équilibrage ou le saupoudrage ethnique ou géographique ne garantit ni la stabilité ni la paix sociale dans aucun de nos pays. C'est pas seulement au Togo. C'est pas seulement au Togo. C'est comme ça. Tout simplement parce qu'il y a d'autres facteurs. Il y a les facteurs donc internes, donc qui sont liés à nos sociétés, telles que les contradictions qu'il y a entre nous, ou alors les forces contraires en présence, du fait de la différence qui arrive. Et ensuite, il y a des facteurs externes, c'est-à-dire les ingérences étrangères. Il verra que, dans le cas de la Côte d'Ivoire, la France est venue carrément au-dessus de tout le monde, soutenue par l'ONU, pour même bombarder le palais de l'ex-président Gbagbo, l'extraire de là. On l'a envoyé d'abord séjourner à Korogo pour quelques jours. Pourquoi Korogo? Parce que Korogo, eh bien, Ouattara, Soro, c'était leur domaine, leur fief, c'est les gens du Nord, sont assurés qu'il ne va pas bénéficier de complicité pour fuir. Et dans ça également, c'est associé Compaoré de Haute-Volta. Pourquoi? Parce que Compaoré et Ouattara sont également, du point de vue de leur origine, de Burkina Faso. Le village des parents où est né Alassane Dramane Ouattara est proche de la frontière de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est ainsi que d'ailleurs, entre-temps, de manière malhonnête, il s'est balancé du côté de Côte d'Ivoire. Et après, a introduit la carte de séjour pour l'ivoirisation des cadres et toutes ces conneries qui ont amené la Côte d'Ivoire dans l'état de désastre, de chaos qui existe aujourd'hui. Donc le Togo n'est pas à l'abri de tout cela. C'est déjà arrivé une fois, ça peut encore arriver. D'où ma mise en garde dans mon, je dirais, short vidéo que j'avais fait sur Kaboa, parce que j'avais pas beaucoup aimé son intervention sur ce plateau, pour couvrir, ma foi, l'usage brutal de la force contre Guy Marius Sagna. Cette force brutale qui a été utilisée contre Guy Marius Sagna, Madame Kafui, etc., 20 autres Togolais, c'est cette même force brutale qui a toujours dirigé ce pays. Et ce n'est pas que personnellement, j'ai eu, comme je l'ai déjà signalé au cours de mes vidéos, j'ai eu également à raccompagner l'étudiant Fambaré Nachaba à la porte quand il a été exclu du mouvement étudiant. C'était moi qui l'avais raccompagné à la porte. Et je lui ai dit, mon cher ami, au revoir, on se verra au Togo. Et lui, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, vous les Togolais, vous êtes trop capricieux, il faut tout vous imposer par la force. Je vous cite quelque chose qu'on m'a lancé à la figure. Je me suis mis à rire, j'ai dit, bon, au revoir mon frère. Cette force brutale, pourquoi on l'a exclu d'ailleurs, j'en profite pour le dire, c'était une taupe du régime Yadema dans le milieu étudiant. Nous avons réussi à déterminer, c'est une époque où il n'y avait pas de WhatsApp, ceci, cela, hein. Mais on était bien informés, tout simplement parce que nous avons pris nos dispositions à cette époque. Les journaux du pays, on l'avait régulièrement, par des chemins appropriés, tout nous parvenait chaque semaine. On avait donc, c'était Togo Press. Il n'y avait pas beaucoup de publications. On avait tout ça. Donc, le régime, à l'époque, c'était le régime de Yadema Père, était, mais comment se fait-il qu'on était au courant comme ça, etc. Bon. Et Nachaba étant de nôtre, tout ce qui se passait, prenait note. Il y en avait d'autres aussi, hein, mais lui, c'était le plus qui sortait. On a réussi à l'isoler, à le mettre à la porte. Bon, c'est pas l'essentiel de mon intervention aujourd'hui. Ça ne fait pas, c'est donc à côté, c'est une parenthèse. Mais je dis à mon commentateur que l'élément le plus important, c'est là que je vais finir, c'est justement qui gère les fonctions
régalienne de l'État, l'armée, la police, la justice, ça c'est au sens strict. Ensuite, le Parlement, les différents corps de l'État, qui effectivement les gèrent, et qui également s'occupent de l'économie. L'économie par définition, qui contrôle et distribue les ressources. Comment c'est reparti? Qui a la majorité des ressources, la majorité des revenus? Comment c'est fait? Au dépend de qui? Quand il y a déficit, c'est qui? Subit beaucoup plus le déficit que d'autres. Il faut donc considérer tous ces éléments pour vraiment, franchement, avancer des arguments de ce type. Ok? Voilà. Pour ce genre de communication, j'ai essayé de dire, de le mettre sur le chemin, de mettre donc ce commentateur, et bien d'autres bien sûr, j'aime bien faire ça, sur le chemin de la réflexion approfondie. De la réflexion approfondie. Le fait qu'on prend un de telle région, on met dans le gouvernement, on prend un... Non, c'est celui qui a l'effectivité, du point de vue quantitative et qualitative des fonctions régaliennes de l'État. À savoir les fonctions politiques qui commandent cela, la police, l'armée, la gendarmerie, le Parlement, les finances. Et comment c'est géré? Si c'est géré de manière biaisée, de manière qui va plutôt dans un sens que dans un autre, eh bien, ça déséquilibre tout simplement le rapport de force. Au lieu qu'il y ait équilibre pour la paix sociale, il y a plutôt déséquilibre pour des crises et des conflits. Voilà. Donc, si il avait, moi j'avais derrière ma tête tout ça, mais de manière très succincte, j'ai avancé, j'ai attiré l'attention, c'était un message, faites attention, eh bien le Togo, une deuxième fois, risque le gouvernement, avec ce qui se passe maintenant, avec cette force dont je te parlais, c'est cette même force qui a, au mois de février, fait le passage en force de la Constitution, changer, passer de présidentiel ou semi-présidentiel à parlementaire. Et c'est après, parce qu'il y a eu des protestations, on envoie en Inde. Vous n'aviez pas besoin d'aller en Inde. Vous voyez toutes ces conneries. Il suffit d'aller au Ghana ou au Nigeria ou en Gambie ou en Monrovia pour voir comment fonctionne le gouvernement constitutionnel. Surtout qu'on est membre, soi-disant, du Commonwealth. Et là, j'en profite pour dire, ceux qui vont écouter, vont donc écouter jusqu'au bout mon intervention dans cette vidéo, eh bien, envoyez plusieurs pétitions, constituez des groupes de pétitions au Commonwealth. Commonwealth ne blague pas, Commonwealth n'est pas comme la France-Afrique ou la Mafia-Afrique ou l'Union européenne. Constituez beaucoup d'éléments. Je suis presque sûr qu'eux-mêmes, ils prennent par leurs ambassades des informations sur le Togo. Et pour appuyer cela, nous avons besoin de petits groupes de gens qui créent leur propre pétition pour la suspension du Togo des assises du Commonwealth. Et c'est par cela que je vais finir. Messieurs, dames, j'ai été un peu long parce qu'il fallait expliquer les choses. À ma façon de faire les choses, c'est un peu décousu, mais j'espère qu'il y a un fil conducteur qui vous permet de comprendre ma réponse que j'apporte à ce commentateur que j'estime beaucoup. C'est un monsieur cultivé, un monsieur respectueux de lui-même. D'abord, il se respecte et il respecte également. Il m'a respecté, puisque, bon, le doyen, ça m'a beaucoup touché. Alors, je vous remercie. Partagez, abonnez-vous et à bientôt. Pouce levé comme ça. D'accord? Allez, je vous remercie.